l'UNPSBFS pour l'invitation. Les attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015, en janvier et en novembre, ont marqué une rupture dans la situation du pays. Ils ont eu lieu dans une situation avec des attaques néolibérales et austéritaires très très fortes, et notamment des attaques contre les services publics, contre les conditions de travail et les conditions de vie, et dont les femmes ont été bien sûr les premières victimes. Ils ont eu lieu aussi dans une situation où l'islamophobie et le racisme d'État étaient extrêmement forts, et avec une gauche militante, une extrême gauche très faible, puisqu'il n'y avait pas eu de mobilisation depuis 2010. Donc le contexte en janvier et en novembre 2015, il est assez défavorable pour nous, d'autant plus que le gouvernement au pouvoir est un gouvernement socialiste qui a été élu en partie avec l'espoir et les voix des gens autour de nous et de notre milieu politique. Bon, malgré tout ça, le gouvernement socialiste de l'époque, il est très impopulaire à cause des mesures qu'il a fait passer, et notamment il est en dessous de 25% d'opinion positive dans les sondages. Et il va utiliser les attentats et le contexte politique post-attentat pour asseoir ses attaques, pour les rendre plus fortes et pour essayer de regagner sa popularité. Et pour ça, il va utiliser deux outils qui vont lui être très utiles. Le premier, c'est l'Union nationale, l'appel à l'unité de tous les Français contre le terrorisme et contre les attaques. Et le second, c'est la mise en place de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un moyen légal qui existe dans la Constitution qui permet de ne plus passer par la justice pour tout ce qui est intervention policière. Et c'est la première fois qu'il va être appliqué à l'échelle de tout le territoire français. Ces deux outils-là, ils vont servir au gouvernement et du coup à la gauche au pouvoir à plusieurs choses. La première, ça va être tenter de regagner en popularité auprès des Français et tenter de solidariser une partie de la population avec eux, une partie qui avait un peu déserté le soutien au gouvernement, et notamment toute une partie de la petite bourgeoisie blanche et de la classe ouvrière blanche. Donc essayer justement de faire converger tous ces gens-là derrière leurs projets économiques et politiques. Il va aussi se servir de l'état d'urgence et de l'Union nationale pour tenter d'empêcher la contestation sociale, les mobilisations, les manifestations. Et le meilleur exemple de ça, c'est ce qui s'est passé au moment de la COP21, du sommet sur le climat qui avait lieu à Paris, et où il va empêcher les manifestations, les interdire, essayer d'empêcher les gens d'y assister. Et au terme de cette mobilisation, il va y avoir plus de 400 arrestations à Paris, et on a été très nombreux à être placés en garde à vue. Et le dernier aspect, et je pense que c'est l'aspect central et celui qui nous rassemble aussi dans la discussion aujourd'hui, ça va être de justifier ces interventions impérialistes et militaires, notamment dans les pays d'Afrique, et de justifier sa politique migratoire très répressive pour tenter de repousser les migrants. Le meilleur exemple de ça, c'est que le 14 janvier 2015, donc 7 jours après la fusillade à Charlie Hebdo, il y a Manuel Valls, qui est le Premier ministre à l'époque, qui va faire une intervention devant l'Assemblée nationale. Et dans cette intervention, il va passer plus de la moitié du temps à dire que la meilleure réponse à la situation, c'est ce que le gouvernement a déjà commencé à faire, c'est l'intervention au Mali qui est en cours depuis 2013, et c'est de continuer cette politique guerrière pour tenter de tranquilliser la région. Donc, comme si on pouvait faire la paix avec des armes. Bon, face à ce gouvernement de gauche qui réagit aux attentats, on a aussi la droite et l'extrême droite, et une extrême droite qui est très forte à ce moment-là en France, qui vont se servir du contexte pour se poser comme la meilleure opposition possible au gouvernement de gauche. Et ils vont utiliser les attentats pour dénoncer le laxisme du gouvernement précédent. Donc ils vont dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de répression, pas assez de police, pas assez de militaires,
que les attentats ont pu avoir lieu et qu'il faut mettre plus de gens en prison, militariser plus les rues pour éviter que ça se reproduise. Et la deuxième chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se sentir pousser des ailes sur la possibilité de développer tout leur discours raciste sur il y a un grand remplacement en France, les musulmans tentent de détrôner l'État français pour remplacer la population française et qui va vraiment prendre une place dans le débat politique français qui est sans précédent. Et tout ça, ça s'est fait avec un axe central qui est celui de chercher et de désigner un ennemi de l'intérieur. Cet ennemi de l'intérieur, pour toute la classe politique et toute la bourgeoisie, c'est le musulman. C'est le musulman qu'on va devoir traquer, et il y a une espèce de guerre, de chasse aux musulmans sous prétexte que quand tu es musulman, tu es terroriste, qui va s'ouvrir en France. Et ça, forcément, ça a permis au racisme de se développer, de prendre une place phénoménale dans la société, à la fois dans les institutions et à la fois à un niveau individuel. Pour vous donner une idée, j'ai retrouvé, en préparant pour aujourd'hui, un post sur Facebook fait par un camarade du NPA juste après les attentats à Charlie Hebdo, donc quelques jours après. Et il tentait de faire un bilan de toutes les attaques contre les musulmans qui avaient eu lieu dans les 36 heures suivant les attentats. 36 heures, c'est très peu, c'est moins de 2 jours. Et les choses qu'il listait, la première, c'était le discours extrêmement raciste des politiques, et notamment, il y a eu un appel, une sommation à tous les musulmans de France de dénoncer les attentats, de se désolidariser et de dire c'est pas nous, on n'est pas d'accord, comme si juste parce qu'ils étaient musulmans, forcément, ils avaient une tendance naturelle à être d'accord avec ce qui s'était passé. Ensuite, il y a eu une série d'attaques physiques contre des personnes musulmanes ou des lieux de culte musulmans. Il y a une famille qui s'est fait attaquer dans sa voiture par des gens avec des armes. Une mosquée sur laquelle des grenades militaires ont été lancées. Il y a un kebab situé juste à côté d'une mosquée à Lyon qui a été la cible d'une attaque et qui a explosé. Une salle de prière qui a été attaquée par des hommes armés. Un lycéen d'origine arabe qui a été frappé dans son établissement scolaire pendant une minute de silence en hommage aux victimes des attentats. Une mosquée qui a été taguée avec marqué « Mort aux Arabes » dessus. Et des femmes voilées qui ont été agressées dans les rues parce qu'elles portaient le voile. Et puis, au niveau institutionnel, l'état d'urgence, j'en parlais, c'est des perquisitions, des assignations à domicile, des gens qui n'ont plus le droit de se déplacer librement. Et quand on regarde la quasi-totalité de ces actes-là, de ces actes judiciaires et policiers, ils touchent des musulmans et des personnes qui n'ont aucun rapport avec les attentats. Et le plus célèbre, c'est des photos ont circulé énormément après ça. C'est une perquisition policière dans un restaurant qui vendait du couscous. Ils ont saccagé le restaurant. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé, mais juste parce que couscous, arabe, musulman, forcément, c'était des terroristes. Pour donner quelques chiffres qui, à mon avis, sont très révélateurs de cette période-là, il y a le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui chaque année fait un rapport sur l'état des lieux des actes islamophobes en France. Et ils ont noté qu'entre 2014 et 2015, donc dans la période qui a suivi les attentats, il y a eu une augmentation de près de 18,5% des actes islamophobes en France. Parmi les gens qui ont été victimes de ces attaques, 74% des victimes étaient des femmes, 74% des victimes. 64% des discriminations qui touchaient les musulmans pendant cette année 2015, elles avaient lieu directement dans les institutions et dans les services publics de l'État. Donc ça montre bien que non seulement on a eu une expansion du racisme avec des gens qui étaient complètement décomplexés pour parler ou pour agir, mais que l'État, il s'est pas du tout préoccupé de lutter
contre ça. La preuve, c'est qu'il en était un des principaux acteurs et un des principaux coupables. Et ça, malheureusement, ça ne s'est pas arrêté depuis 2015. Pour donner quelques exemples récents de ce qui a pu se passer, bon, le moins récent, mais qui, à mon avis, est la preuve aussi de la psychose qui touche la bourgeoisie française et les Français sur ces aspects-là, c'est la polémique autour du burkini qu'il y a eu à l'été 2016, et où il y a eu des femmes qui ont été agressées par des gens et par la police sur des plages parce qu'elles portaient le burkini, parce qu'elles étaient trop couvertes d'après les tenants des bonnes manières françaises. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose un peu question, parce que c'est devenu un scandale national, le fait que des femmes portent le burkini sur les plages. Plus récemment, on a eu une femme voilée qui s'est fait exclure de son cours de sport parce qu'elle portait le voile. Voilà, il n'y a aucune loi qui empêche de faire du sport en étant voilée, aucun problème, mais elle a été virée, elle a été expulsée de son cours. Et puis le gouvernement, bien sûr, il ne se prive pas non plus de se lancer dans cette espèce de course à l'islamophobie, puisque les propositions les plus marquantes qu'on ait eues dernièrement, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé que pour le bien des enfants dans les écoles, il faudrait que les mères qui portent le voile ne puissent plus rentrer dans les établissements scolaires, ne puissent plus accompagner les sorties scolaires, ne puissent plus jouer un rôle dans la scolarité de leurs enfants. Tout ça pour protéger les enfants, alors qu'on voit bien que exclure les femmes et les mères voilées de la sphère sociale et de la sphère scolaire des enfants, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait. Et voilà, pour faire le lien avec les aspects harcèlement, agression, qui seraient le fait uniquement des migrants, des immigrés, le gouvernement s'est saisi du mouvement MeToo et de ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein pour essayer de proposer une loi contre le harcèlement de rue, en disant que c'était très important de protéger les femmes. Et la seule mesure qu'ils ont trouvé à proposer, c'est plus de police et plus d'armée dans les quartiers populaires, parce que c'est quand même là que les femmes ont le plus de chances de se faire agresser d'après eux. Donc on voit bien que cette situation-là, non seulement elle ne protège pas dans une société où les femmes elles ne peuvent pas porter plainte parce que la police est tout aussi sexiste, voire plus que le reste de la société, mais en plus elle stigmatise encore les habitants et les habitantes des quartiers populaires et les personnes non blanches. Et ça, voilà, c'est aussi le tenant et les tenants et les aboutissants de toute la politique raciste et sexiste de l'État français aujourd'hui. Weiter würden wir auch gerne noch wissen, was hatte dies für eure feministische Arbeit für Konsequenzen und welchen Einfluss hatte dies auf die Debatte um antimuslimischen Rassismus? Alors, je le disais, les attentats, ils interviennent dans un contexte où la gauche et le mouvement féministe sont assez faibles. Et dans un pays où la question de l'islam, dans la gauche et dans le mouvement ouvrier en général, c'est quelque chose qui fait débat et qui, depuis des années, divise de manière très très forte les militants et les militantes. Bon, la cause de ça, et elle est héritée aussi du passé colonial du pays, c'est qu'il y a une vision universaliste, presque intégriste de la laïcité chez une partie de la gauche et du mouvement féministe. On a tendance à penser que le modèle d'émancipation du mouvement féministe des années 70 en France, à travers la révolution sexuelle, c'est la perfection, et que tous les gens qui n'adhèrent pas à ce modèle d'émancipation, quelle qu'en soit la raison, c'est des gens qui sont contre l'émancipation et c'est des gens qui ont besoin qu'on leur montre le bon chemin. Et puis une gauche très anti-religieuse qui refuse de questionner le fait que, certes, nous on est pour dire aussi que l'émancipation, elle ne peut pas passer uniquement par la religion, elle passe par l'action politique et par l'action collective,
mais que c'est pas la même chose dans un pays comme la France de dénoncer la place que peut prendre par exemple l'Église catholique et de stigmatiser les croyants d'une religion comme l'islam. Pourtant, il y a des emblèmes et des icônes de la gauche qui font cet amalgame-là, et notamment Charlie Hebdo par exemple, qui, sous prétexte de dénoncer toutes les religions, a tendance à caricaturer des prêtres catholiques et des croyants musulmans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on dénonce les personnes et quand on dénonce les institutions. Et toute cette atmosphère dans la gauche et dans le mouvement féministe, elle fait que depuis des années, on a énormément de mal en France à prendre en charge la question de la lutte contre le racisme et la question de la lutte contre l'islamophobie. Et que les mouvements de lutte antiraciste ils se sont développés un peu en dehors des cadres traditionnels du mouvement ouvrier. Bon, il y a le meilleur exemple de ça, et c'est un exemple malheureux, mais c'est ce qu'on a appelé en France les affaires du voile, la première dans les années 80, la seconde dans les années 2000, qui ont abouti à une loi qui interdit le port du voile à l'école pour les élèves. Et dans les cas les plus médiatisés d'exclusion de leur établissement scolaire de jeunes filles voilées, c'est souvent des militants d'extrême gauche et même des militants de ma propre organisation malheureusement qui ont mené la bataille pour que ces jeunes femmes elles soient exclues de leur lycée ou de leur collège. La deuxième chose qui est assez révélatrice à mon avis, comme exemple, c'est que depuis quelques années à Paris, on a deux manifestations pour le 8 mars. Une manifestation des organisations traditionnelles du mouvement féministe et une manifestation à côté des militantes féministes antiracistes, des militantes féministes trans et des militantes féministes LGBT, parce que le féminisme traditionnel a du mal à prendre en charge aussi ces questions-là, et qu'il y a eu certaines années des femmes voilées qui ont été exclues de la manifestation du 8 mars officielle. Bon, bien sûr, cette idée-là, elle n'est pas partagée dans toute la gauche et par tout le monde dans la gauche ni dans le mouvement féministe. Et on voit qu'il y a un fossé générationnel, un écart générationnel, et notamment dans les nouvelles générations militantes, ces questions-là, elles sont un peu moins importantes. On a moins baigné dans l'atmosphère laïcarde, très qui appartient vraiment en fait au militantisme du XXe siècle, la fin du XXe siècle. Et donc ça a permis aussi à ces nouvelles générations militantes de se saisir de ces débats-là et de cette question-là. Donc voilà, cette période d'attentat, elle a été très difficile à vivre, c'était difficile d'exprimer une autre opinion, mais elle a quand même eu des effets positifs pour le mouvement ouvrier et pour le mouvement féministe. Le premier, c'est qu'on a vu réapparaître un mouvement antiraciste et un mouvement contre les violences policières qui était le mouvement des principaux et des principales concernés, où les gens s'auto-organisaient, et ça, c'est vraiment un grand pas. Et notamment depuis 2 ans, chaque année au mois de mars, on a une manifestation contre le racisme et pour la dignité qui rassemble des milliers de personnes et qui est organisée par des gens qui d'habitude sont un peu absents des cercles politiques traditionnels. Et ça, c'est vraiment positif. La deuxième chose, c'est qu'elle a obligé la gauche et le mouvement féministe à se reposer ces questions-là, les questions des liens entre la lutte anticapitaliste et la lutte antiraciste, entre la lutte anticapitaliste et la lutte féministe et la lutte antiraciste, et à y répondre de manière un peu différente, parce que c'est vraiment un thème qui est devenu structurant aujourd'hui dans le contexte politique français. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, au 8 mars, on a eu moins de débats, moins de problèmes et une seule marche, ce qui est plutôt positif. Donc voilà, pour juste terminer, on a commencé à avoir une évolution qui est plutôt positive dans nos mouvements et dans nos mobilisations. Et le défi qui se pose à nous dans les mois, dans les années qui viennent, c'est comment on arrive à connecter l'ensemble de ces mouvements qui existent, comment on arrive à faire en sorte que la gauche traditionnelle et l'expérience des partis anticapitalistes, elles nourrissent ces mobilisations-là et elles permettent de faire avancer les droits, et qu'à l'inverse, les mouvements autonomes, antiracistes, féministes
qui réapparaissent avec MeToo, avec justement ce mouvement antiraciste, ils reviennent nourrir les débats de la gauche anticapitaliste et pour nous permettre aussi d'évoluer sur ces questions-là et que ce soit moins difficile en tant que femme, en tant que personne non blanche, de militer dans ces cadres-là. Et puis de réimposer l'idée qu'on a besoin de ces débats-là, qu'on a besoin de ces expériences communes et qu'on a besoin de se nourrir les uns les autres parce qu'on est dans un contexte extrêmement difficile, que les attaques néolibérales, elles continuent, elles sont de plus en plus fortes, que la situation, les conditions de vie, les conditions de travail, elles sont de plus en plus difficiles et qu'on a besoin d'être tous ensemble pour lutter contre et qu'une révolte, une révolution et une lutte aujourd'hui, elle ne se fera pas sans les femmes, sans les immigrés, sans les victimes du racisme et qu'on a besoin aujourd'hui d'être capable de lutter toutes et tous ensemble.